Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire qui nous ramène à un moment très précis. Oui, on est en 1732. Exactement, 1732, dans la paroisse de Teix, en Bretagne. Et au cœur de notre analyse, il y a un homme, Julien Nillot, et un document juridique assez particulier qu'on appelle un aveu. Mhm. Et notre mission, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi un homme comme lui, un laboureur, dans un monde rural qui est régi par l'habitude, par la parole, décide soudain de recourir à l'écrit pour défendre ses droits. C'est vraiment le passage de l'usage au contrat. C'est un moment absolument charnière. Alors, pour qu'on se représente bien les choses, il faut planter le décor. On est à Trélemène, c'est un hameau, D'accord. et Julien Nillot y exploite une métairie. C'est important ce mot, ce n'est pas juste une ferme, il n'est pas pleinement propriétaire. Non, il partage les fruits de la terre avec le Seigneur. Sa survie dépend d'un équilibre très, très fragile. Et cet équilibre, il est fondé sur ce que les sources appellent des usages, des droits non écrits, des habitudes, quoi. Des coutumes. C'est ça. Sauf qu'en 1732, quelque chose se grippe. Pas une guerre, pas un grand procès, non, juste de petites entraves. Des passages contestés, des usages discutés. Voilà. Ça peut sembler anodin, mais c'est comme une fissure dans les fondations. C'est exactement ça. Ces petites entraves sont en réalité une menace existentielle dans une société de ce type. Ah oui, Bien sûr, on vit sur la base d'une confiance mutuelle, d'une mémoire collective. Tout le monde sait que le troupeau de un tel peut passer par ce chemin après la moisson. que l'on peut prendre l'eau à telle source. Exactement. Ce n'est écrit nulle part parce que ça n'a jamais eu besoin de l'être. Quand quelqu'un commence à contester ces choses, ce n'est pas seulement un chemin qui est remis en cause, c'est le pacte social tout entier. C'est la question de comment on vit ensemble, en fait. C'est ça. L'habitude, qui était une sorte d'armure, devient tout à coup une faiblesse. Et face à ça, Julien Nilleux prend une décision qui me semble assez radicale pour l'époque. Il ne va pas voir le curé, il ne règle pas ça à la sortie de la messe, Non. il décide d'aller en justice. Et il n'y va pas seul. Il s'associe à un parent, à un certain Jean Le Palmec, Mhm. et ils vont tous les deux devant une instance qui a un nom un peu impressionnant, la cour de la seigneurie des rigueurs de Vannes. Ah oui, Franchement, ça paraît être une sacrée démarche pour un laboureur. On imagine ça coûteux, intimidant. Est-ce que ce n'est pas un geste perçu comme très agressif par ses voisins? agressif, oui et non. C'est surtout le signe, je pense, que le temps de la discussion est terminé, que le règlement à l'amiable a échoué. D'accord. Et son choix de juridiction est tout sauf anodin. Les Régères de Vannes, ce n'est pas le petit tribunal du seigneur du coin, c'est la cour de l'évêque de Vannes. Ah, de l'évêque. Oui. Il faut comprendre qu'à cette époque, l'Église est un immense propriétaire terrien. Ses juridictions sont puissantes, elles sont réputées pour être stables, bien tenues. Plus juste, peut-être? Parfois perçues comme plus justes, ou en tout cas moins arbitraires que celles de petits nobles. S'adresser aux Régères, c'est chercher une autorité supérieure, quasi incontestable. Ça nous montre une chose. Laquelle? C'est que Julien Nillot n'est pas un paysan ignorant et démuni. Il sait où frapper, et il frappe fort. C'est une stratégie. C'est une stratégie, et c'est un pari, car il risque de se mettre une partie de la communauté à dos, mais il estime que la menace sur son gagne-pain est trop grande pour ne rien faire. D'accord, je comprends mieux. Et donc, l'arme qu'il choisit, c'est ce fameux aveu. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Le mot est un faux ami. Pour nous, un aveu, c'est reconnaître une faute. Absolument. Et là, c'est tout le contraire. Il n'avoue aucune culpabilité. Il affirme un droit. Il affirme. Un aveu, au XVIIIe siècle, c'est une déclaration descriptive, solennelle, faite devant une autorité. C'est un acte de nomination. On y liste tout avec une précision presque poétique. C'est-à-dire? Le clos du Haut, le champ de la Fontaine, la parcelle qui jouxte celle de Pierre Le Goff. On nomme les lieux, on fixe les limites. C'est une sorte de géotag de l'époque, si on veut oser la comparaison. J'aime bien l'image. Mais le cœur du document, ce n'est même pas la liste des parcelles. Ce sont les droits collectifs qui y sont rattachés. Ah, voilà, les fameuses franchises. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, ce sont des droits vitaux. Par exemple, le droit de veine pâture, faire paître ses bêtes sur la terre d'un voisin une fois que la récolte est enlevée. D'accord. C'est le droit de glaner, de ramasser les épis restés au sol, ou de ramasser le bois mort dans la forêt pour se chauffer l'hiver. Sans ces franchises, une petite métairie comme celle de Julien Nillot ne peut pas être rentable, elle ne survit pas. Ce n'est pas un bonus, c'est essentiel. C'est essentiel. En faisant cet aveu, Julien ne dit pas « ceci est à moi », il dit « voici comment nous vivons et travaillons ici, sur ces terres, ensemble ».
Il transforme une pratique orale et fragile, On a droit écrit et donc opposable à tous. exactement. Le document est décrit comme long, précis, minutieux. On sent l'effort pour ne rien oublier, pour figer dans le marbre une réalité qui était mouvante. C'est comme s'il prenait une photo à un instant T de son monde pour le protéger. C'est une très belle image. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi en 1732? Est-ce qu'il se passe quelque chose de plus large dans le royaume qui pousse un homme comme Julien à se méfier soudain de la parole donnée? On touche au cœur du problème. Il faut dézoomer un peu. On est au début du règne de Louis XV et l'État royal continue ce long processus de rationalisation, de centralisation. L'écrit devient la norme. L'écrit devient l'outil par excellence du pouvoir et de l'administration. On enregistre tout. Les naissances, les mariages, les contrats chez le notaire, les impôts. On glisse d'un monde de la mémoire collective, de la coutume orale, à un monde de la preuve écrite. Et la Bretagne est particulièrement concernée. En Bretagne, oui, où la pleine propriété paysanne est très rare, cet écosystème de droits partagés est la norme. Et c'est là que la démarche de Julien est incroyablement ambivalente. Ambivalente, c'est-à-dire? Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Oui, mais il y a un paradoxe fascinant. Il utilise l'outil le plus moderne de son temps, l'acte juridique écrit, validé par une grande institution, pour préserver un mode de vie ancestral basé sur l'oralité. Voilà. Est-ce qu'il sent le vent tourner et s'adapte pour survivre, ou est-ce qu'en faisant ça, il participe lui-même à la destruction de ce monde de la confiance qu'il cherche à protéger? C'est une tension incroyable. Pour sauver l'usage, il est obligé d'utiliser le contrat. Il gagne peut-être sa bataille immédiate, mais il participe, sans le savoir, à la fin du monde qu'il défend. Il sauve les meubles, mais il contribue à changer les règles du jeu pour tout le monde. C'est vertigineux. Donc, en 1732, l'affaire semble classée. L'aveu est déposé, le droit est écrit. La paix sociale est peut-être revenue à Trailemont. On pourrait clore le dossier ici et se dire qu'on a le portrait d'un laboureur, particulièrement procédurier et bien informé. Mais les archives, elles sont joueuses. En cherchant ailleurs, dans une autre liasse de documents qui n'a a priori rien à voir, on a trouvé une ligne. Une seule ligne, écrite 5 ans plus tard, en 1737, qui change absolument tout. Raconter, c'est souvent dans ces détails inattendus que se cache la clé. C'est un acte de mariage. Une jeune femme de la famille, une certaine Olichon, se marie. Et qui est mentionné comme témoin et figure d'autorité? Julien Niot. Julien Niot. Sauf qu'il n'est pas seulement décrit comme laboureur de Trailemont. Le greffier a ajouté 2 mots. Oncle et tuteur de l'épousée. Tuteur? Ah oui, c'est capital. Ça change tout, n'est-ce pas? Ça change tout. Ce n'est plus le même homme. Un laboureur qui défend ses droits de passage, c'est une chose. Un tuteur légal, c'en est une autre. Ça signifie qu'il a une responsabilité juridique reconnue sur une autre personne. Et il y a encore plus étonnant. Ah. L'âge de la mariée. Elle a 23 ans. Et pourtant, l'acte précise qu'elle est mineure et que son mariage a été décrété en justice par... Laissez-moi deviner, la même cour des Régicaires de Vannes. Exactement. Le nom du greffier, Nicolazo, est même cité. On a la preuve formelle. Mais c'est incroyable. Mineur à 23 ans, ça peut nous surprendre aujourd'hui. Oui, ça n'a pas de sens pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les règles n'étaient pas les mêmes. Au XVIIIe, la majorité légale, surtout pour les femmes, c'était souvent 25 ans. Voire au mariage s'il était autorisé par la famille. Donc, elle avait besoin d'un tuteur. Une jeune femme de 23 ans, orpheline ou jugée incapable de gérer ses biens, pouvait tout à fait être placée sous la tutelle d'un parent masculin. Et pour se marier, elle avait besoin de son accord, validé par une cour de justice. Ce que ça nous apprend surtout. Ce que ça nous apprend, c'est que, bien avant son conflit de voisinage de 1732, Julien Niot avait déjà eu affaire à la justice des Réguères. Ce n'était pas un novice. Loin de là, c'était un habitué. Il avait déjà navigué dans ces procédures complexes, sans doute pour protéger les intérêts d'un membre plus faible de sa famille. Alors que faut-il retenir de tout ça? Ça change complètement la perspective. On est parti de Dian, de simples chemins de terre contestés à Trailemont, pour découvrir le portrait d'un homme qui, en fait, maîtrise parfaitement les rouages juridiques de son temps. L'aveu de 1732, ce n'est plus l'acte désespéré d'un paysan démuni qui réagit à une menace. Non. C'est la manœuvre réfléchie, quasi chirurgicale, d'un chef de famille aguerri, d'un patriarche, si on veut. Oui, c'est ça. Un patriarche qui protège son clan et son mode de vie en faisant le pont entre la coutume ancestrale et la loi écrite. C'est un passeur, en quelque sorte. Il utilise les outils de son époque pour préserver un monde ancien. Et cela soulève une question importante pour la suite. Laquelle? Les archives nous montrent le comment. On sait comment Julien utilisait l'aveu pour répondre à la menace.
mais elle ne détaille pas le pourquoi profond de cette menace. D'où venait la pression, exactement? Exactement. Quelle pression s'exerçait soudainement sur les usages à Trellement? Était-ce un nouveau voisin, plus individualiste, qui ne voulait plus jouer le jeu du collectif? Ou une nouvelle politique du Seigneur? Une nouvelle politique seigneuriale qui cherchait à rogner sur les droits communaux pour augmenter ses propres revenus? Ou simplement la conséquence d'une densification des hameaux qui rendait le partage des ressources plus tendu? L'acte écrit résout un conflit, mais nous laisse finalement avec cette question sur les tensions silencieuses qui l'ont rendu indispensable. Voilà. L'écrit fige une situation, mais il ne nous dit pas toujours ce qui bougeait juste en dessous.